Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents à ce quiz Rénoveco. Je vais commencer par vous faire une petite présentation de Rénoveco, puisque c'est un quiz de Rénoveco. Et ensuite, donc Geoffrey, qui est conseiller Rénoveco, vous animera le quiz, la partie la plus intéressante. Donc Rénoveco, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le service public de l'amélioration de l'habitat de Dijon Métropole. Donc en fait, c'est le guichet unique pour tous les habitants des 23 communes qui veulent rénover leur maison ou leur appartement, pour tous les types d'habitat. Donc vous pouvez contacter Rénoveco pour tous vos types de projets de rénovation, si c'est de la rénovation énergétique ou aussi de la rénovation liée à l'adaptation. Donc c'est les personnes âgées qui ont besoin d'adapter leur salle de bain, qui peuvent plus monter leurs escaliers, voilà, toutes ces choses-là. Si, il y a le Rénoveco, c'est celui de Dijon Métropole, mais il y a la même chose pour les autres collectivités, oui. Au niveau départemental, c'est le service France Rénov', du coup, que vous avez peut-être entendu parler, qui renseigne les particuliers gratuitement et de manière objective. Et sur la métropole, c'est décliné sous la bannière Rénoveco. Voilà, donc Rénoveco pour conseiller et accompagner tous les habitants de Dijon Métropole sur leurs projets de rénovation énergétique ou d'adaptation, et quels que soient vos revenus et votre logement, maison ou appartement en copropriété. Donc du coup, comment contacter Rénoveco? Donc vous avez les coordonnées qui sont ici. Vous voyez que Rénoveco, c'est avec France Rénov'. C'est un espace conseil France Rénov'. Vous avez sûrement entendu toutes les publicités depuis janvier. Et vous avez en fait les coordonnées au dos des petits flyers qui sont sur vos sièges. Voilà, ça vous évitera de les noter. Et du coup, je vais laisser Geoffrey vous animer la suite, le petit quiz. Merci Lorraine. Alors, pour démarrer ce quiz, on va commencer directement sur une question. Donc, on va parler en fait des éco-gestes dans le logement sur plusieurs thématiques. Donc, premièrement, ça va être les consommations d'électricité. Après, on va s'intéresser aux consommations d'eau. Après, le confort thermique. Et après, on aura une batterie de conseils en fait pour diminuer les consommations dans le logement. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, selon vous, quel est le pourcentage des ressources qu'un ménage français utilise pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer, faire fonctionner ses appareils? En fait, quel est le pourcentage sur le budget annuel ou mensuel? Est-ce que c'est plutôt autour des 5% ou plutôt autour des 10% des ressources du ménage, selon vous? Ouais, c'est tout. C'est manger, se déplacer. Comment? Moins de 10? Au moins 10? Alors, on va être effectivement assez plus proche de 10, à 8,5%. Donc, c'est un pourcentage qui a un peu diminué ces dernières années. Mais 8,5%, en fait, on se dit, ça peut être effectivement pas très élevé, mais quand on regarde, ça peut représenter quasiment 3 000 € par an, en fait, juste pour l'utilisation énergétique du logement. Voilà, donc c'est une somme qui a tendance aussi à augmenter ces dernières années et que les foyers français essaient de maîtriser via différents éco-gestes ou travaux d'amélioration énergétique. Alors, donc là, on était sur l'ensemble des ressources et là, sur l'électricité. Pour vous, quel est le poste le plus consommateur en électricité? Donc, hors chauffage, parce que c'est vrai que le chauffage électrique, c'est un peu particulier. On a des foyers chauffés à l'électrique, d'autres non. Donc selon vous, c'est plutôt le froid, donc réfrigérateur, congélation et lavage, ou plutôt les équipements de multimédia qui vont consommer le plus dans le logement? Plutôt froid et lavage. Et madame? Le froid. Okay. Alors, effectivement, là, on va avoir la répartition des consommations d'électricité dans le logement. Donc, effectivement, on va retrouver froid et lavage à 18,5 parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des équipements qui tournent tout le temps et qui vont être gourmands en énergie puisqu'on va effectivement faire du froid qui va être assez gourmand. Voilà, et puis le lavage, c'est surtout aussi pour les consommations d'eau chaude des machines à laver. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que le multimédia, en fait, il n'est pas très loin. On va être facilement à 13,5, voire supérieur à l'eau chaude sanitaire. Aujourd'hui, on va consommer plus d'énergie, on va dire, pour se divertir que pour on va dire, les besoins humains à la base. Voilà. Et puis aussi tous les équipements aussi à 12,1%. Donc ça, indépendamment, les petits équipements, ça va être la cafetière, les choses comme ça. Ça consomme pas beaucoup, mais en fait, ces dernières années, les foyers français ont tendance à se suréquiper. Donc
on va prendre des appareils de plus en plus économes en énergie, mais comme on a plus d'appareils, on va mécaniquement augmenter la consommation. C'est ce qui s'était passé un peu lors du remplacement des lampes dans les logements. Quand on est passé des lampes incandescentes aux lampes LED, l'économie générée est entièrement consommée par l'installation d'une box dans le logement, par exemple. Voilà. Donc les économies qu'on fait d'un côté sont un peu annulées par des choses qu'on rajoute qui n'étaient pas là initialement. Voilà. Non. Non, réfrigérateur, congélation, ouais, seulement ça, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, et du coup, de façon plus marginale, on aura l'éclairage, effectivement, là qu'on a réussi à maîtriser. Voilà, puis après la cuisson. Alors, pour vous, quel est l'appareil qui consomme le plus? Donc là, on était en froid et lavage. Donc du coup, c'est plutôt le réfrigérateur ou plutôt le sèche-linge pour vous qui va être... Donc il y a un sèche-linge ici. Ouais. Donc réfrigérateur, sèche-linge. Alors, en fait, réfrigérateur indépendant et sèche-linge, ils sont quasiment au même niveau. Et ça, c'est important, sauf que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps que le sèche-linge. Donc, en fait, c'est pour un peu mettre l'accent sur le sèche-linge aujourd'hui, qui est l'appareil le plus consommateur en fait dans les foyers. Donc, il peut être assez facilement remplacé par du séchage naturel. Voilà, mais qui est vraiment, pour le service rendu, on monte fort en température, on monte à 80 degrés, et du coup, ça dépense pas mal, quoi. Non, justement. Alors, il sera moins utilisé, mais il sera quasiment aussi consommateur. Parce que faire un cycle on va dire de sèche-linge va beaucoup plus consommer qu'un cycle de réfrigérateur, quoi. Voilà. Mais au final, ça revient à peu près à la même chose sur l'année, avec un appareil qui va avoir une utilisation ponctuelle, quoi. Voilà. Donc là, et puis effectivement, là, ce qui va être vraiment le plus consommateur, c'est les gros frigos congèles, voire les frigos américains aussi, qui vont, en combinant les deux, vont avoir une consommation très très élevée. Voilà. Puis c'est dû aussi de la température de froid qu'on demande pour la congélation, quoi. Alors, selon vous, quelle est l'économie annuelle générée par l'utilisation d'équipements économes? Donc si un foyer utilise que des appareils avec une étiquette énergie EFG et un foyer qui a tous ses appareils en A ou B. Voilà. Selon vous, la différence, elle serait plutôt de 1 000 € ou de 3 000 €, voilà, entre des équipements économes et vraiment des équipements peu performants. Donc là, les différences sont quand même assez notables entre les deux. Donc selon vous, plutôt réponse A, réponse B? Plutôt 1000? Okay. Alors du coup, là, on a la différence, donc ce sera plutôt 3000. En fait, parce que voilà, qu'avec des appareils inefficaces sur la gauche, alors en fait, on double facilement, hein. Sur un réfrigérateur congélateur, on est à 540 € par an. On descend à 275 avec un appareil économe. On peut vite diviser par 2, voire par 3 l'ensemble des postes. On voit sur un ordinateur fixe, un ordinateur portable. Voilà, on divise par 4 la somme. Enfin, ça va assez vite. Mais du coup, ça va demander aussi un investissement aussi, parce qu'un appareil en ABC, voire maintenant A++ ou A triple plus. Voilà. Donc, ouais. Si. Ouais. Donc, effectivement, les portables vont être plus. Enfin, nous, on a remplacé tous les ordinateurs fixes, du coup, par des portables. Ouais. Oui.
C'est sûr, c'est sûr. Oui, la question se pose, hein, parce que c'est moins réparable un ordinateur portable qu'un ordinateur fixe. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, on va dire nous on l'a, mais en fait dans les équipements, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie n'est pas forcément encore rentrée. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est de prendre en compte un appareil depuis les matériaux pour le fabriquer jusqu'à son recyclage. Et effectivement, si on raisonne en analyse du cycle de vie, ça peut se discuter. Voilà, il y a certains postes. Donc voilà, donc la différence peut être quand même assez notable sur un foyer, quand même avec des vieux équipements. Voilà. Donc c'est vrai qu'on entend souvent, oh, mais, je le garde tant qu'il marche. Oui, mais il marche quand même moins bien qu'avec un appareil efficace. Et on peut faire le parallèle aussi avec les systèmes de chauffage. Voilà. Passé une certaine période, il fonctionne, mais il fonctionne moins bien. Donc vous allez consommer plus de combustible ou d'électricité pour le même confort. Donc ensuite, quelle est la différence de consommation électrique entre un foyer très équipé, un appareil connecté et peu équipé? Donc peu équipé, ça va être quelqu'un qui va avoir peut-être un ordinateur, une box internet, peut-être une télévision, c'est tout. Et très connecté, ça va être un foyer peut-être avec des adolescents où il y aura des téléphones portables, des tablettes, des consoles, l'ensemble qui va être connecté. Et donc pour vous, voilà, une famille très connectée va consommer le double ou le triple d'un foyer plutôt sobre en équipement. Donc là, plutôt le triple. Alors, on sera plutôt voilà, un peu moins du double. Voilà, on va passer de 400 à 700. Mais on a quand même, voilà, on est quasiment au double en rajoutant ces appareils. Donc on parle de 400 kWh à 700. Et là on a un petit tableau, bon il n'est pas très visible, mais sur les consommations aussi des appareils. Donc dans les moins consommateurs, on va avoir tout ce qui est smartphone, les tablettes. Ensuite tout ce qui va être écran, ordinateur portable fixe ou box internet. Voilà, on se rend compte encore que la box internet elle est à 150 à 300 kWh par an. Donc voilà, si on est à 300 kWh entre les 700 et les 400, ça a une part très importante des consommations d'électricité. Voilà. Hop. Donc du coup, différentes choses hein, pour diminuer les consommations d'électricité. On a pas mal de conseils. Donc bien sûr, les multiprises. Appareil de loisir, multiprises pour couper l'éveil. Donc là, sur les multiprises, il y a des multiprises à interrupteur, donc qui permet voilà, de couper l'ensemble du bloc audiovisuel, par exemple. Il y a des multiprises avec programmation, où on peut programmer quand elle s'arrête, quand elle s'allume. Et on peut aller encore plus loin, il y a des multiprises à télécommande. Donc maintenant, on n'a même plus besoin de se baisser pour éteindre la prise. Voilà. Mais là, on commence à être dans la on va dire dans la surtechnologie. Nous, ça nous dérange un peu parce que trop de technologie va un peu désensibiliser les gens et après, ils vont se reposer dessus et puis ils vont faire de moins en moins d'efforts physiques pour diminuer leur consommation. Et il faut des piles et il faut un peu d'énergie quand même. C'est sûr. Voilà. Donc, on peut estimer à peu près 45 € par an d'économie sur l'éveil si on va chercher un petit peu à économiser. Machine à laver, lavage à 30 degrés au lieu de 90. Entre chauffer de l'eau à 30 et 90, 3 fois plus d'énergie utilisée. Le sèche-linge, on peut l'aider en faisant un essorage avant, ce qui permet de limiter l'utilisation du sèche-linge. Le congélateur, le dégivrer régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent, puis même à titre personnel chez moi. Le congélateur qui va avoir tendance à givrer.
Et du coup, ça fait une couche isolante sur votre congélateur, ce qui fait qu'il va devoir forcer plus pour avoir sa température. Pour l'éclairage, utilisez un maximum l'éclairage naturel et privilégiez basse consommation ou LED. Après, attention avec les ampoules basse consommation. Donc sur les LED, on n'a plus trop le problème, mais au début, quand on est passé des lampes incandescentes, des lampes, on va dire, basse consommation, surtout les fluo compacts, on avait un temps très long entre l'allumage et la puissance de la lampe. Ouais. Donc voilà, donc là je l'ai pas forcément remis, mais sur les lampes en fait il y a un symbole qui va indiquer le temps d'allumage de l'ampoule. Donc typiquement au début on était sur 1 à 2 minutes pour arriver à 70% de la puissance. Donc autant dire que si c'est dans un KGB, dans un couloir, dans un escalier, vous êtes sorti, que la lumière elle est toujours pas là. Voilà. Donc sur les LED maintenant on a 100% de la puissance instantanément. Voilà, ce qui règle ce souci-là. Après, deux, trois petites choses aussi à faire attention, notamment la température de couleur de la lampe, ce qui va indiquer que la lampe est plutôt orangée ou plutôt blanche. En fait, donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on va conseiller des lumières blanches plutôt dans les pièces dites de service ou de travail. Donc ça va être les salles de bain, les cuisines, des endroits où on a besoin de bien voir. Et chambre, salon, séjour, plutôt des lumières chaudes, donc plutôt des lumières oranges. Et donc sur les lampes, maintenant ils vous indiquent la couleur, mais parfois ils le font pas, ils mettent juste la température de couleur et du coup ça permet pas trop de choisir, quoi. Donc voilà pour les lampes. Hop. Et du coup, donc effectivement, nouvelle étiquette énergétique sur les appareils depuis 2021 pour les classer. Et il y a aussi l'indice de réparabilité, je sais plus. Moi, l'image n'est pas très nette, mais il me semble aussi qu'il y a un indice de réparabilité en fait des équipements aujourd'hui, pour savoir si c'est plus ou moins facile d'avoir des pièces, dans l'optique de faire durer l'équipement le plus longtemps possible. Alors l'obsolescence, c'est le temps qu'un équipement va mettre pour terminer sa vie. Voilà, après on parle d'obsolescence programmée où effectivement les fabricants vont faire en sorte que l'équipement va faire 7, 8, 10 ans. Et la réparabilité permet d'augmenter du coup cette obsolescence, enfin le temps. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc là on a un guide, vous pourrez retrouver sur le stand de Renoveco, guide réduire sa facture d'électricité, voilà, où j'ai repris un peu les chiffres qu'on a vus ici, où il y a tout un tas de conseils, donc je vous invite à le prendre pour voir un peu où vous vous situez par rapport à ce que vous faites et puis avoir des pistes aussi d'amélioration, quoi. Ok. C'est bon pour vous au niveau électricité? Je ne sais pas si vous voulez revenir sur quelque chose en particulier. Non. Ok. Donc du coup, on va parler des consommations d'eau. Donc aujourd'hui, on va consommer en moyenne 150 litres d'eau potable par jour par personne. Et dans ces 150 litres, on va en utiliser majoritairement pour l'hygiène, les sanitaires, voilà, pour les usages, on va dire, du logement. Voilà. Et que 7% pour la boisson et la préparation des repas. Donc là, ce qui est important, c'est que pour les besoins, on va dire, vitaux, on aurait pu rajouter la douche. Voilà, la majorité des consommations d'eau, c'est vraiment lié au bâtiment et à l'utilisation du bâtiment. Attention aux fuites. Ça paraît anodin, mais en fait, voilà, les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, et du coup on a beaucoup de fuites aujourd'hui, et même un goutte à goutte en fait ça va représenter 120 litres par jour. Une chasse d'eau qui fuit, 600 litres par jour, c'est très vite, voilà.
Alors, donc on va commencer par le poste de consommateur, le plus consommateur en eau selon vous. Donc est-ce que ce sont le bain et les douches ou lavage du linge? Plutôt bain et douche. Alors oui, on a 40% des besoins sur les bains et douches, donc c'est clairement là où on peut, on peut gagner. Ça va représenter quasiment autant que tout ce qui est boisson, cuisine, jardin, vaisselle. C'est assez impressionnant. Et on n'utilise que 1% pour vraiment la boisson. Donc voilà, donc après on voit, c'est bain, douche et sanitaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les sanitaires aussi représentent un gros poste. Voilà. Hop. Surveillez les fuites. Vous avez un compteur d'eau. Vous coupez tout chez vous. Vous voyez s'il continue à tourner ou pas. Vous allez très vite voir si vous avez une fuite. Ouais, après, sans couper, on peut attendre matin et soir parce que du coup, généralement, il y a peu de consommation d'eau la nuit. Contrôler la pression d'eau du réseau. Donc ça, c'est moins facile à faire en tant que particulier, même s'il existe aujourd'hui des manomètres qui se mettent dans les robinets. Puisque la pression du réseau peut avoir une importance pour deux raisons. Un manque de pression fait que la douche coule pas assez ou la chasse d'eau met longtemps à se remplir. Donc là on a un problème plutôt au niveau de confort d'utilisation. Et une surpression du réseau peut entraîner par contre des casses au niveau du réseau d'eau. Voilà. Si on a trop de pression, on va avoir plus de risques de fuite au niveau des robinets, au niveau des branchements. Voilà. Il y a le niveau de calcaire aussi qui, surtout chez nous, ça peut être important aussi. Dans certains endroits, le calcaire vont détériorer les équipements de façon prématurée. Voilà. Donc peut être installé un adoucisseur d'eau en amont pour permettre d'avoir de l'eau moins dure dans le réseau de chauffage, de chaude sanitaire ou pour le reste de l'utilisation. Limiter la douche à 5 minutes ou installer des pommeaux de douche économes en énergie. Donc ça, généralement, il n'y a pas trop de soucis, mis à part pour les jeunes. On a souvent des adolescents qui arrivent, enfin plutôt des parents qui arrivent avec des adolescents où 30 minutes de douche à 35 degrés, forcément on a des consommations. Donc là, c'est pas forcément facile à sensibiliser. Encore pour les plus jeunes, on peut avoir des sabliers de douche qui leur permettent, où il y a la technique de la chanson. Passer 2 ou 3 chansons dans la douche, pas plus ou 2 chansons. Comme ça, on sait qu'on est à peu près à 5 minutes, quoi. Donc faire tourner les machines à laver à pleine charge. Donc voilà, même si aujourd'hui il y a des programmes demi-charge qui sont aussi optimisés pour des lavages, mais voilà, c'est toujours dans l'optique d'utiliser au maximum les équipements. On pourrait économiser aussi équiper les robinets de mousseurs. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand même quelque chose d'assez connu. Économie potentielle de 30 à 70%. Après, faut bien regarder votre mousseur, parce que c'est pas parce qu'il y a un mousseur qu'il est économe. Voilà, il y a certains mousseurs, en fait, ils vont quand même offrir un débit très important au robinet. Donc il faut regarder ça, et il faut pas mettre des mousseurs partout non plus. Puisque donc le mousseur va incorporer de l'air dans l'eau, ce qui fait qu'on diminue les débits, on diminue les consommations. Par contre, s'il faut 8 minutes pour remplir votre arrosoir dehors pour aller arroser votre jardin, là, voilà, il faut quand même être en accord avec le service attendu. Voilà. Isoler les tuyaux d'eau chaude pour la production. Si elle est loin des robinets, beaucoup de gens ont connu des logements où on allume l'eau chaude,
on peut aller se servir un café le temps que l'eau chaude elle arrive au robinet. Voilà. Donc là, c'est soit que les tuyaux d'eau chaude passent par un local non chauffé. Moi, c'est arrivé à un appartement où en fait il y avait la chaudière, ça passait en sous-sol non isolé et ça remontait à la douche. Donc oui, forcément. Là, on n'est absolument pas cohérent sur le maintien de la chaleur dans les canalisations, quoi. Voilà. Et parfois, si effectivement la production est loin de l'utilisation, parfois c'est bien de soit doubler, soit remettre un petit stockage à côté du point de puisage pour éviter d'avoir effectivement d'attendre 5 minutes et puis de balancer 150 litres d'eau potable avant d'avoir l'eau chaude, quoi. Hop. Donc voilà pour l'eau. Je ne sais pas si vous voulez creuser la thématique, si vous avez des questions particulières. C'est bon pour vous? Alors maintenant on va aborder une notion un peu moins connue. Enfin, c'est connu, le confort thermique, c'est quelque chose aujourd'hui que les particuliers nous demandent, s'ils nous appellent pour faire des travaux ou pour isoler leur logement, c'est pour augmenter tout d'abord leur confort. Mais il faut savoir de quoi on parle quand on parle de confort thermique. Alors là, je vais vous demander de participer un petit peu. Pour vous, qu'est-ce que c'est le confort thermique dans un logement? Alors, j'ai pas entendu. La température où on se sent bien. Voilà, une température où vous vous sentez bien. Ok, très bien. Autre chose? Voilà, régulière, du coup pas de pic effectivement dans la maison aussi, oui. Voilà, homogène, oui, effectivement. Ok, très bien. Alors, donc effectivement, le confort thermique va être directement lié à la température. Le confort thermique est défini par 3 choses. La première, ça va être la température des murs. Une personne, quand elle rentre dans une pièce, va instinctivement faire la moyenne entre la température des murs et la température de l'air pour avoir ce qu'on appelle la température ressentie, la température de confort. Puisqu'en fait, thermiquement, on va avoir des échanges de température dès que 2 corps vont être de températures différentes. Donc si vous avez ici à gauche une paroi à 14 degrés et une température de l'air ambiante à 20 degrés, la personne va faire la moyenne du coup. Et la température de ressenti, ça va être 17. Et aujourd'hui à 17, on n'est pas bien. Donc là, il y a 2 solutions. Soit on met un pull, soit on augmente le chauffage. 1 degré en plus, passer de 19 à 20, c'est 7% de consommation en plus sur votre facture. Pourcentage qui monte à 10, enfin c'est pas linéaire. Donc voilà, à chaque degré qu'on va mettre en plus dans le logement, on va faire bondir la consommation. Donc dans le cas à droite où on a isolé les murs, que ce soit par l'intérieur et par l'extérieur, la température des murs vont être plus chaude, voilà, autour des 19 degrés. Ce qui fait que si on chauffe à 20, on sent 19,5. Et du coup, on a augmenté notre confort et ça permet aussi de maîtriser la température dans votre logement. Voilà, vous pourrez rester peut-être à 20 degrés, vous pourrez rester. Qu'à 17, vous allez devoir monter à 21-22 pour pouvoir compenser le fait que les murs soient froids. Voilà. Donc la première chose, la température des murs. La seconde chose, ça va être les infiltrations. Donc par rapport à ce que vous avez dit, madame, effectivement, lorsqu'on a soit une isolation partielle ou par exemple des pièces qui vont être au nord, on peut avoir des disparités thermiques dans le logement. Voilà, suivant dans quelle pièce on est, si on est orienté sud, si on est nord, si dans une pièce les fenêtres sont bien posées, d'autres non, on va avoir des infiltrations. Et du coup, on va avoir des disparités thermiques dans le logement qui disparaissent si on l'isole de façon continue. Donc ensuite, on va avoir les courants d'air. Courants d'air qu'on trouve souvent au niveau des menuiseries, souvent les encadrements de menuiserie.
Mais pas que. Vous regarderez chez vous en rentrant, on a souvent des entrées d'air aussi au niveau des prises électriques. Parce que généralement, en maison individuelle, le coffret électrique est mis en zone non chauffée, le garage, le sous-sol. L'air passe dans le coffret électrique, il suit vos gaines et il rentre chez vous, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a deux solutions. Soit on déplace le coffret électrique en zone chauffée, soit on peut installer des prises étanches à l'air sur chaque prise. Voilà, pour éviter qu'il y ait ces courants d'air-là qui viennent dans le logement. Voilà. Donc les menuiseries, les courants d'air, et ensuite ce sera des défauts structurels. En fait, les jonctions mur-sol, mur-plafond, c'est jamais bien étanche, et en fait il y a des courants d'air qui se créent. Les courants d'air dans le bâtiment aujourd'hui c'est très important. En fait, je prends souvent l'image d'une bouteille thermos pour représenter l'étanchéité à l'air. Aujourd'hui, on fait des maisons bien isolées. Donc, vous avez la bouteille thermos avec des parois bien isolées. Vous mettez le café chaud dedans, vous fermez, hop, et il reste chaud. Sauf que si vous fermez mal ou vous fermez pas, vous la fermez pas, en fait, il va y avoir l'air qui va venir lécher les calories et les envoyer dehors. Ouais. Bah, votre maison, c'est pareil. En fait, plus vous avez de trous, plus l'air va passer et emmener vos calories dehors. Voilà. Et pour se représenter une maison très bien étanche à l'air, on peut augmenter la température intérieure juste avec les apports internes. Parce que si on n'a plus de courant d'air, lorsqu'on va faire chauffer une casserole, lorsqu'on va prendre une douche, il va y avoir de l'activité dans la maison, toute cette chaleur-là va rester dans le logement. Voilà. Et ça, c'est assez important. Et c'est ce qui va être recherché notamment par sur des maisons passives en énergie où les apports internes sont vraiment comptés comme apport de chauffage. Voilà, puisque dans les maisons passives, on n'a pas besoin d'avoir de système de chauffage. Voilà. Et la troisième chose, ça va être le taux d'humidité. Voilà. Aujourd'hui, pour être bien, il faut se situer entre 40 et 60% d'humidité. Voilà. Sinon, on va avoir un air trop sec, sinon on va avoir un air trop humide. Qui vont apporter de l'inconfort dans le logement. Voilà. Donc ça, les systèmes de ventilation sont là aussi pour permettre de réguler cette humidité. Il existe des systèmes dits hygro-réglables qui vont varier leur débit en fonction du taux d'humidité. Donc pour avoir un taux d'humidité toujours le même dans le logement. Voilà, qu'importe les conditions extérieures. Alors, selon vous, quels sont les 3 premiers postes de déperdition d'une maison non isolée avant 1974 ? La date, elle n'est pas là par hasard. Hein. 1974, c'est la date de la première réglementation thermique. Donc avant cette date, les maisons étaient construites sans isolation. Voilà. Donc là, on est dans le cas d'une maison non isolée, voilà, où même dans le mode constructif, il n'y avait pas d'isolation. Voilà. Alors, du coup, j'ai entendu le toit. Voilà. Alors, il y a les vitrages, les murs, sol. Ok. Donc, on va regarder. Effectivement. Premier poste de déperdition, la toiture. En maison individuelle, la chaleur a tendance à monter et c'est là où il faudra la bloquer. Donc on peut la bloquer au niveau des rampants ou au niveau des combles perdus. La règle en isolation, c'est d'isoler au plus près des zones chauffées. Voilà. Donc en gros, vous prenez un plan de votre maison, vous voyez toutes vos pièces qui sont chauffées, vous prenez un stylo et vous faites le tour. Et il ne faut jamais en théorie, jamais lever le stylo pour faire l'isolation de votre maison. Voilà. Sauf qu'en rénovation c'est compliqué parce que vous allez avoir des murs de refend, vous allez avoir des spécificités, mais l'idéal ce serait ça, de tirer un trait et de faire l'isolation. Donc la toiture, premier poste de déperdition. Ensuite on va retrouver les murs et la ventilation. Donc ventilation que vous n'avez pas citée mais qui est source de déperdition importante dans le logement. Alors donc les murs rapidement, c'est par rapport à la surface en fait. On a les murs vont représenter la surface la plus importante qui donne sur l'extérieur, donc il va se refroidir le plus vite.
Donc la ventilation, aujourd'hui sur la ventilation, qu'elle soit naturelle, mécanique ou hydro-réglable, donc en fonction de l'humidité, le principe est le même, on extrait de l'air chaud pour faire venir de l'air de dehors, qui est froid, qu'on va devoir réchauffer. Voilà. Donc énergétiquement, ça reste problématique, mais dans le bâtiment, la ventilation est une déperdition, on va dire, nécessaire au bon fonctionnement du logement, notamment pour évacuer l'humidité, les polluants et vous apporter de l'oxygène. Donc aujourd'hui, ce sont des déperditions nécessaires qu'on peut diminuer via des systèmes hydro-réglables ou encore un peu plus avec des systèmes double flux. On va pouvoir récupérer les calories du logement pour les réinjecter ensuite dans le logement. Mais ça va rester une source de déperdition, la ventilation. Et dans une moindre mesure, on va retrouver les fenêtres. Qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'arrive qu'en 4e sur les déperditions d'une maison. Pour la simple raison qu'une fenêtre, ça reste un trou dans le mur. Même avec un double ou un triple vitrage, ce sera un trou dans votre mur. Donc ce ne sera jamais aussi isolant ou performant qu'un mur plein. Voilà. Donc l'approche au niveau des fenêtres, c'est limiter les déperditions au niveau des fenêtres. Mais pareil, on ne pourra pas les éviter. Et ça ne représente pas beaucoup, parce que quoi qu'on fasse, ce sera déperditif. Et deuxièmement, ça représente peu de surface au regard de la surface de mur. Donc du coup, mathématiquement, on a plus de déperditions sur les murs que sur les vitrages. Voilà. Après, les vitrages, ça va être surtout une notion de confort. Parce que généralement, les gens changent les vitrages parce qu'il y a des courants d'air importants. Et là, on va gagner sur le confort parce que, comme on l'a vu juste avant, on va supprimer les courants d'air. Voilà. Si les fenêtres sont bien posées. Voilà. Donc ensuite, on va retrouver dans aussi moindre mesure les planchers bas. Parce que entre une face qui donne sur l'extérieur et une face qui donne sur un local non chauffé, du coup, il y a un peu moins de déperdition. Et les ponts thermiques, c'est une discontinuité d'isolation. Donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure avec votre crayon, dès que vous levez le crayon, l'énergie elle va passer par là. C'est comme l'électricité ou l'eau, elle prend le chemin le plus court, elle ne va pas s'embêter au niveau de la chaleur. Donc c'est dès qu'il y a une discontinuité d'isolation, ici on aura un pont thermique. Donc par exemple, le cas d'une isolation extérieure est la technique qui va permettre de supprimer un maximum de ponts thermiques, puisqu'on aura, puisqu'on met un revêtement tout autour de la maison. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous fait réagir? S'il y a des postes que vous pensiez pas si déperditifs? Ouais. Donc après, c'est une maison non isolée, c'est ça le problème en fait. Si vous venez vous avec votre maison, sûrement qu'il y a eu des choses déjà faites, donc les pourcentages ne sont pas là. Donc là, effectivement, soit il est possible de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de votre maison, un audit énergétique, pour savoir par rapport à votre maison où sont les déperditions et où il serait intéressant d'intervenir. Sinon, aujourd'hui, on connaît les épaisseurs à mettre en œuvre. Et si vous faites appel à nos services, on peut faire un état des lieux de votre bâtiment. Et effectivement, si vous avez que 10 cm en toiture, rien dans les murs, des fenêtres simple vitrage, ça va être relativement facile de vous conseiller. Donc ensuite, selon vous, quelle est l'action la plus efficace pour diminuer sa facture énergétique? Réponse A, isoler son logement. B, remplacer son système de chauffage. Ou 3, installer des panneaux solaires. Alors, on va peut-être faire à main levée. Qui est pour la A? Pour la B. Et la C. Plutôt pour la A. Bon, ça va. C'était peut-être un peu facile. Alors effectivement, aujourd'hui en termes de rénovation, on s'appuie un peu sur la démarche Mégawatt, qui est une association qui axe la rénovation énergétique sous 3 angles. La première, la sobriété énergétique. Diminuer ses besoins à un maximum. Diminuer ses besoins en kilowattheure à un maximum.
donc par des travaux d'isolation. Voilà, qu'on a vu, toiture, mur, sol, fenêtre, système de ventilation, pour avoir voilà, l'enveloppe la plus performante, la plus étanche possible. Ce qui permet d'avoir une petite consommation en kilowattheure. Pour se donner une idée, une maison non isolée va consommer, bon, la moyenne française c'est 25 000 kWh pour 100 mètres carrés. Voilà. Une maison basse consommation aujourd'hui qui est construite, c'est 5 000. Voilà. Donc c'est pour vous rendre compte la marge de manœuvre qu'il y a entre un logement moyen et un logement neuf aujourd'hui. Donc l'objectif est de se rapprocher effectivement des, voilà, des 5, 6, 7 000 kWh par an, qui représentent une facture de 5 à 600 euros par an de chauffage. Voilà, on n'est plus sur des 1000, 2000, 3000 euros de chauffage par an. Ensuite, on installe des systèmes de chauffage performants pour répondre à ces 5 ou 6 000 kWh qui restent à apporter. Donc là, c'est des systèmes de chauffage et d'eau chaude performants. Et s'il reste un peu de budget, on peut assurer les derniers kilowattheures qui manquent par des sources renouvelables. Donc là, plutôt solaire, que ce soit thermique pour faire de l'eau chaude, photovoltaïque pour faire de l'électricité, ou l'utilisation de biomasse pour le chauffage. Donc du chauffage à bois qui est aujourd'hui considéré comme renouvelable. Voilà. Donc la démarche, effectivement, on isole bien, on met des systèmes performants, et si on peut alimenter tout ça par du renouvelable, là on a gagné. Voilà. Hop. Alors, truc et astuce pour augmenter. Donc effectivement, isoler son logement. Voilà, on augmente la température intérieure de la paroi. Et donc oui, important aussi, l'isolation, ça marche contre le froid, mais contre le chaud aussi. Ce qui fait qu'une maison très bien isolée et surtout étanche à l'air, équipée de protection solaire, gardera une atmosphère confortable à l'intérieur du logement. Voilà, nous on a le cas, on a un collègue qui a fait une isolation extérieure. En été, on rentre dedans, c'est le jour et la nuit. Quoi. Il fait vraiment, on a vraiment une sensation de fraîcheur. Alors les volets, nous on va les considérer comme des climatiseurs naturels, on va dire. L'utilisation du volet, donc en hiver, on va l'ouvrir pour récupérer un maximum de soleil. On le ferme la nuit pour effectivement bloquer l'énergie qu'on a accumulée. Et en été, c'est l'inverse. Il faut donc les fermer, se protéger du soleil et ouvrir et surventiler la nuit. Voilà. Parce que notamment au niveau du confort d'été, c'est souvent apporté par les vitrages aujourd'hui. Vous avez sûrement, bon là ça revient, là on a un petit peu de soleil, mais vous montez dans votre voiture, vous avez votre blouson, hop, le soleil commence à taper sur sur la voiture, tout de suite il fait très chaud. Voilà, ça c'est le sentiment d'effet de serre. Voilà, on a du soleil qui tape dans une vitre, du coup ça vous réchauffe. Dans votre maison c'est pareil. Si en été les rayons du soleil tapent votre vitre, derrière vous allez rentrer, voilà, la chaleur va passer dans le logement, et en plus si vous avez la chance d'être bien isolé, cette chaleur ne pourra plus sortir. Voilà. Donc dans une maison isolée en été, effectivement, protection solaire pour éviter de faire rentrer le soleil. Voilà. Donc il y a des techniques, voilà, parce que vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas envie de vivre dans le noir en été et autres. Effectivement, en Bourgogne, on n'a pas l'habitude de ça. Dans le sud, ils ont un peu plus l'habitude. Après, comme vous avez remarqué, le climat du sud a tendance à remonter un peu chez nous. Donc il va falloir s'y préparer. Peut-être que dans 5-6 ans, effectivement, nous, on va vivre dans le noir aussi. Donc des solutions existent. Il y a ce qu'on appelle des brises-soleil qui vont empêcher les infrarouges de taper le vitrage, mais qui vont laisser passer la lumière. Vous avez les techniques de casquettes, des bords de toiture, casquettes. Voilà, si vous êtes en appartement, vous avez un balcon au-dessus de vous. Si c'est bien calculé, le soleil vient en hiver, mais il ne vient pas en été. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. On peut utiliser la végétalisation aussi. Avoir un arbre à feuilles caduques qui l'été va vous faire de l'ombre, mais l'hiver il perd ses feuilles, donc vous récupérez le soleil. Voilà, il y a tout un tas d'astuces aussi avec l'environnement pour
augmenter pour améliorer le confort en été des logements. Voilà. Après, c'est des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, et ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans des situations un peu compliquées qui obligent les particuliers à mettre des climatisations qui vont apporter une consommation supplémentaire pour le logement. Voilà. Et qui n'est pas sans conséquence sur le portefeuille. Donc améliorer la ventilation pour résoudre les problèmes d'humidité. Le nettoyage des grilles de ventilation, c'est mensuel. Puisqu'en fait vous avez l'ensemble des cochonneries de votre maison qui vont être aspirées par cette bouche-là, qui vont passer par les gaines et qui vont être mis dehors. Donc je vous laisse imaginer des gaines de ventilation qui n'ont pas été changées depuis 20 ans. Ce que ça peut ressembler à l'intérieur. Donc c'est vrai que passer un petit moment, on va conseiller de remplacer les gaines et le système de ventilation. Parce que celui-ci, en plus, il va être réglé par un débit fixe, et puis un mois après, on va avoir une couche de poussière dans les gaines, et du coup, le débit il sera plus bon. Et il va faire que chuter jusqu'à ce que vous voyez apparaître des problèmes d'humidité dans le logement. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème au niveau du fonctionnement de la ventilation. Hop. Donc ça, moi, j'avais un petit peu anticipé, mais effectivement, installer des protections solaires sur les vitrages. Voilà, et ce sera tout pour mon intervention. Donc je vous remercie beaucoup.